Bonjour, c'est Style Comics et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission un peu folle dans laquelle je vais essayer de vous expliquer ce que j'aimais dans le dessin de Rob Liefeld. Alors bien évidemment, je ne vais pas aujourd'hui vous déclarer mon amour pour ce dessinateur un petit peu paresseux qui depuis déjà presque 20 ans se repose selon moi sur ses lauriers, ou en tout cas n'a jamais réussi à faire évoluer son style de façon à progresser. Au contraire, on a eu l'impression que justement il a régressé et qu'il allait de plus en plus vers des facilités, vers des gimmicks, vers des répétitions de postures, de visages, etc. Ça n'a jamais été un grand artiste, évidemment. Ça n'a jamais été non plus quelqu'un d'extrêmement innovant, que ce soit dans les designs des personnages, dans sa narration, dans son storytelling. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et clairement, de tous les dessinateurs qui sont partis fonder Image, et y compris Jim Valentino, qui était sans doute un des moins connus, Rob Liefeld ne fait pas partie, est sans doute le moins bon, en tout cas, il ne fait pas partie du tout de l'élite d'Image Comics. Ce qui est sûr, c'est que l'homme a été extrêmement productif, qu'il a lancé tout un tas de personnages et de concepts plus ou moins foireux, dans le but sans doute de capter très vite des royalties si des projets étaient lancés, des projets multimédia notamment, et aussi de pouvoir éventuellement capter tout ce qui pouvait être produits dérivés, jeux vidéo, etc. Donc on voyait effectivement comment, après le lancement d'Image, il s'arrangeait pour produire les numéros 1, les couvertures de tout un tas de personnages, et constituer un catalogue qui a été extrêmement éphémère. Qui se souvient encore de ce fameux Nightmare qui apparaissait comme un chevalier en armure l'espace de 3-4 épisodes, et qui finalement disparaissait très très vite ou se retrouvait après dans des équipes obscures. Donc ça a été extrêmement chaotique pour Rob Liefeld, et aujourd'hui clairement il possède une image désastreuse auprès des amateurs de comics, et ce ne sont pas ses passages sur Captain America Reborn et puis autres productions que ce soit chez Marvel ou en parallèle comme Infinite avec Robert Kirkman, ou le lancement d'autres séries qu'il a pu essayer de faire, pareil, l'espace d'un numéro ou deux, comme ça a été le cas récemment sur Snake Eyes, par exemple, de G.I. Joe. Il n'y a rien qui, depuis, a pu un petit peu racheter le bonhomme en termes de dessin. Cela étant dit, Rob Liefeld était un dessinateur que j'avais remarqué quand j'étais plus jeune, lors de son passage sur les Nouveaux Mutants, et c'est pour ça que je vais utiliser pour cette vidéo l'Epic Collection The New Mutants Cable, qui en fait montre à la fois l'apparition du personnage de Cable, mais aussi l'arrivée de Liefeld sur cette équipe. Je ferai sans doute une seconde vidéo où je vous parlerai d'X-Force, qui a été la série qu'il a lancée avec grand succès, un petit peu dans la continuité, dans la lignée un petit peu avant d'ailleurs, je crois, des X-Men de Jim Lee, et qui aussi a été un carton, qui s'était vendu en plusieurs millions d'exemplaires et qu'il a fini par quitter aussi assez rapidement. Donc c'est aussi intéressant parce que X-Force montre déjà une autre évolution stylistique, et finalement vraiment va plus aller dans le style qui va être le sien après, puisque il aura plus de pouvoir, plus de possibilités de décider de ce que doit être la narration, le storytelling, et donc on voit que il commence à adopter un raisonnement qui va être aussi celui de Jim Lee en termes de valorisation des planches avec des pin-ups, etc., pour effectivement être un petit peu plus coté, on va dire, et répondre à la tendance, à la mode, et puis finalement surfer sur la vague de la popularité de son style. Mais à l'époque de The New Mutants, en fait, il est un dessinateur encore relativement jeune. Je crois qu'il a fait juste quelques trucs chez DC comme Hawk and Dove avant, et puis il a fait aussi un Marvel Comics Present Wolverine, qui n'était pas fou, hein, et je pense qu'il se situe à peu près à la même époque, ou peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, il reste relativement jeune et pas très expérimenté. Et on va voir quand même qu'il y a les fondements de son style qui s'affirment déjà, mais dans un contexte sans doute où il y a une plus forte exigence éditoriale et scénaristique à son encontre, et que donc de fait, il est un petit peu obligé de faire un peu plus de qualité que ce qu'il va être amené à faire. Donc je vous propose de lancer tout de suite dans cette Epic Collection, et puis je vais vous montrer quelques pages qui sont selon moi assez révélatrices du style de Liefeld, et surtout vous indiquer, évidemment, vous vous en douterez, ce qui ne fonctionne pas et ce qui n'a finalement jamais fonctionné chez Liefeld, mais aussi ce qui, je trouve, fonctionnait et donnait une certaine singularité, voire une originalité, et une certaine énergie à son dessin.
Alors dans cet album, on trouve évidemment plusieurs épisodes de New Mutants à partir du 86, donc de février 1990, qui est celui sur lequel Liefeld arrive. Et d'ailleurs, on voit à droite cette couverture mettant en scène le personnage de Rusty face au vautour et qui a pour particularité d'être dessiné par Liefeld et ancré par McFarlane, qui va en créer 2-3 couvertures comme ça. Et on voit d'ores et déjà que finalement les deux styles se complètent plutôt pas mal. Puisque Liefeld n'a jamais été un très très bon encreur, hein. Il a été vraiment trop rapide dans son ancrage à chaque fois. On va voir après les difficultés que ça représente au niveau de son dessin. Et Liefeld, et McFarlane, à l'inverse, était un très bon encreur. Et donc, je trouvais que les deux se complétaient plutôt pas mal, en fait, sur cette image. Alors, j'ai choisi cette page, en fait, du premier épisode de New Mutants parce que, à la fois, elle est assez éloignée de ce que fait Liefeld aujourd'hui, en tout cas de ce qu'il a rendu populaire, et puis en même temps, on retrouve un petit peu ses fondamentaux. Alors, dans les bases qu'on reconnaît tout de suite du style Liefeld, en fait, c'est surtout au niveau des visages des personnages, que ce soit Rusty à droite ou je crois que c'est Boom Boom, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, je sais plus si c'est en français ou en anglais. On voit tout de suite la forme du nez, la forme des yeux, les cheveux toujours ondulés, que vont arborer beaucoup de personnages de Liefeld. Donc là, on a vraiment déjà d'entrée de jeu ces éléments-là, mais en fait, on voit aussi d'autres petites choses, comme par exemple le fait que très souvent les décors sont présentés dans une petite case, comme c'est le cas ici. Je crois que c'est une prison en haut à gauche, qui n'est présentée que dans toute une petite case avec un bout de mur. C'est quelque chose qui fera très souvent après. Et puis souvent, les décors dans lesquels évoluent les personnages sont soit des murs très légers avec des textures très basiques, pas trop chargées, soit carrément souvent des sols en fait avec des gros carreaux et des petits carreaux, ce qui évite d'avoir à construire des perspectives trop complexes. Et on voit d'ailleurs qu'il n'est pas extrêmement à l'aise avec les perspectives, parce qu'il n'a quasiment pas, voire pas du tout dans cette page, dans cette double page. Et on voit notamment dans la dernière case que les personnages sont sur une ligne complètement plate lorsqu'ils approchent du véhicule, et du coup on a du mal à situer la profondeur de champ, vu qu'il semble être quasiment au même niveau que le véhicule qui, lui, par contre, a l'air d'être en perspective, mais finalement assez plat. On a un autre point caractéristique de Liefeld aussi là-dessus, c'est les plans en plongée. C'est quelque chose qu'il va faire très souvent. Alors paradoxalement, pour quelqu'un qui n'a pas l'air ultra à l'aise avec l'anatomie, c'est assez flagrant qu'il aime utiliser très souvent ce genre de perspective, en tout cas ce genre de cadrage qui n'est pas évident pour dessiner l'anatomie. Là, il s'en sort plutôt pas mal. On le voit avec le vautour à gauche ou avec Rusty et Boom Boom à droite. Et ça, c'est un truc qu'on va voir aussi très souvent. En revanche, je trouve que ces deux pages auraient presque pu être, en tout cas, m'auraient presque pu m'évoquer plutôt du Erik Larsen. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage d'Erik Larsen après McFarlane sur Spider-Man, mais notamment au niveau des faciès un peu caricaturaux comme ça et des représentations des visages très marqués, de plein de traits, etc. Je trouvais que ça faisait penser pas mal à du Larsen, mais c'est peut-être aussi l'ancrage qui fait ça, puisque l'encreur c'est Bob Biacek, je crois, qui est un encreur, on va dire un peu old school, qui était plus classique, etc. et qui du coup apporte une certaine consistance dans le trait de Liefeld qu'il n'a pas par ailleurs, en fait. Donc voilà, donc cette double page qui était plutôt intéressante et qui montre aussi que pendant un temps, et notamment à cause du scénario sans doute, Liefeld chargeait un petit peu plus ses pages. Tout n'était pas à base de pin-up et de personnages et de gros plans de visage. Là, on avait quand même des choses, pas mal de textes, et puis cet usage des petites cases verticales que l'on voit là dans le dialogue entre le vautour et l'autre personnage, qui est quelque chose qu'on verra très fréquemment chez Liefeld, mais aussi chez McFarlane, et aussi à cette époque chez Erik Larsen. Alors on passe rapidement sur le reste de cet épisode, pas très intéressant, si ce n'est qu'il se conclut par la petite vignette en bas à gauche qui annonce l'arrivée de Cable, et puis ce trade a la bonne idée de montrer les premiers designs de Cable par Rob Liefeld. Donc on peut voir déjà qu'il y avait une belle obsession au niveau des épaulettes, à part sur un des designs, mais on était vraiment parti sur un personnage à épaulettes. On retrouve effectivement les bases du perso, les cheveux blancs, bien qu'au début il était un peu plutôt avec juste une mèche blanche en haut à gauche, et puis le bras métallique, l'œil lumineux, et puis des choses finalement qui vont être des éléments de design permanents chez Liefeld, que ce soit les ceintures très chargées en pochette ou en gadget,
les pantalons plutôt larges un peu, les bottes avec ce motif, un petit peu, de barre, qui croise les bottes à chaque fois, les ceintures au niveau des cuisses et puis certains de ces designs de toute façon vont être repris, au fur et à mesure des épisodes de de, mmh, de X-Force, voire même certains dans Youngblood, et notamment cette armure, en bas à gauche qui va être totalement délirante, on le verra dans la vidéo sur X-Force, et qu'il va utiliser après, mais dans des proportions, vraiment, vraiment ridicules. Alors cet épisode, New Mutant 87 est véritablement celui par lequel j'ai découvert, Rob Liefeld. Je crois que c'était dans un épisode de Titan, mais j'ai dit peut-être une bêtise. Il y a très, très longtemps de ça et donc ce qui m'avait d'entrée de jeu marqué, c'est alors la couverture n'était pas à l'époque indiquée, c'est une couverture assez connue maintenant et que Liefeld a reprise, déjà pour d'autres séries qu'il a faites par ailleurs. Bon, qui est assez classique, hein, qui fait même référence à la première apparition du Punisher, je crois, dans Spider-Man. On voyait effectivement le Spider-Man dans le viseur, comme ça, du Punisher. Mais en fait, ce qui m'avait surtout marqué, c'était cette page d'ouverture. Parce que il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Liefeld, ce sont les poses dynamiques qu'il arrive à créer et à donner à ses personnages, avec parfois des maladresses énormes, mais souvent des effets plutôt réussis. Et là, par exemple, on a vraiment ça qui est assez flagrant. Le personnage de Wildside, qui est le chevelu blanc au premier plan, est plutôt bien dynamique, tout en volume et qui donne vraiment l'impression de sortir de la page. La main est pas trop mal faite, même si le pouce est un petit peu étrange. On hésite un peu entre un pouce et un doigt, mais ok, ça passe très bien, c'est assez dynamique. On retrouve aussi déjà les faciès à la Liefeld qu'on a pu voir, hein, avec les petits nez pointus et les bouches très grimaçantes. Mais la compo est plutôt classe, plutôt dynamique. On a certes un personnage féminin qui est en fond, qui est effectivement pas super bien positionné, je dirais, dans l'image. Et puis on voit le personnage à droite, dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra peut-être dans la vidéo, dont les mains sont un petit peu hésitantes au niveau de la tenue de Safo. Mais globalement, ça fonctionne. L'ancrage, encore une fois, de Bob Jacek rend service au dessin. Et on a une espèce d'entrée en matière qui est plutôt convaincante. Et ça se poursuit après avec cette double page que j'avais aussi beaucoup aimée et qui va finalement être aussi assez typique des comics de Rob Liefeld, puisque on va voir qu'X-Force démarre un peu pareil aussi, avec une splash page de personnages qui arrivent et puis après une double splash avec des personnages qui se déplacent comme ça latéralement au fur et à mesure du combat. Donc on retrouve tous ces personnages-là avec des proportions qui évoluent, hein. D'entrée de jeu, on voit déjà que effectivement le positionnement dans l'espace, c'est pas la spécialité de Liefeld, et notamment avec ce personnage au premier plan à l'armure dorée qui, en fait, on ne sait pas si elle est très proche de nous ou si elle est plus petite parce que justement l'épaisseur d'ancrage ne donne pas cette impression-là et que la perspective qui est tracée en fait ne semble pas tenir compte des proportions des personnages. Mais ça reste quand même globalement efficace et c'est surtout en fait dans les cases en dessous où on trouve les points qui, à l'époque, je trouvais étaient la force de Liefeld, c'est qu'il y avait toujours de la dynamique en fait, toujours du mouvement, que ce soit ces gardes, certes au design tout pété, mais qui se déplacent sur des speedlines. Alors, on est d'accord, ils semblent voler, courir dans les airs, se déplacer n'importe comment, ça n'a absolument aucun sens. Mais par contre, l'image est ultra dynamique, ça fait référence au manga, à l'animation, et je trouve que ça apportait vraiment quelque chose. Et la réponse immédiate du personnage qui s'appelle Forearm, très subtilement, qui les remballe d'un coup de poing, pareil, c'est très Kirby dans l'idée, avec ces personnages qui volent alors après l'impact en fait. Euh, c'est vraiment immédiatement quand dans chacune des cases, on a quelque chose qui bouge, que ce soit, le garde qui le tire dans le dos, même le sourire de Wildside, au premier plan est suffisamment grimaçant pour, donner l'impression aussi de mouvement et puis les personnages enchaînent après à nouveau avec une course. Donc c'est vrai qu'il y a une énergie immédiate et évidemment, on voit tout de suite que, il y a, des fondamentaux, encore une fois, chez Liefeld, avec, ses yeux pas très symétriques, ses bouches déformées, et qui vont rester un peu, sa marque de fabrique. L'anatomie des bras qui est, on va dire, correcte à ce stade-là et qui est, acceptable en tout cas, mais il y a une vraie énergie et une façon de composer qui était quand même assez différente de ce qu'on voyait à l'époque.
Dans les pages suivantes, je vais passer rapidement, mais sur la page de gauche, on voit déjà qu'il y a des petites incohérences dans le storytelling parce qu'on commence par une lecture à gauche, à droite, mais en fait, la petite case où le personnage de Thumbelina désamorce se trouve finalement assez bas, alors qu'en fait, on devrait être dans une narration continue avec la case du dessus, donc c'est pas très très clair, mais c'est pas grave. On reste quand même dans quelque chose de dynamique. On a la première apparition effectivement de Cable avec ces petits détails qui vont commencer à être importants, qui est la variation systématique de son look et notamment du positionnement de son équipement au niveau des oreilles, qui des fois, au fil de l'épisode et des cases, va être là, ne va pas être là, va changer d'oreille. On voit qu'il y a un peu une volonté de mettre plein de petits détails, mais en même temps une difficulté à les suivre, et ça va être ça va être un petit peu un running gag dans le dessin de Liefeld. Mais l'image est plutôt dynamique. Le pistolet est un peu improbable, mais l'apparition est quand même pas mal. Et puis Cable, d'entrée de jeu à l'époque, était un personnage avec un look plutôt atypique. Je passe rapidement sur la suite des aventures, l'épisode précédent à Asgard, où encore une fois on peut retrouver des caractéristiques dans le look des personnages. Là encore, on voit hein, effectivement les décors réduits à leur plus simple expression, que ce soit la salle d'Asgard ou l'hôpital. On est à chaque fois sur du sol dallé, hein, sur du beau carrelage, mais pas plus que ça, en fait. Même dans cette scène où Mystique vient voir Rusty et Boom Boom, on a cet écran de télé qui est représenté et qui semble flotter alors qu'en fait il est censé être en face des personnages. C'est une idée qui finalement est assez intéressante en termes de composition. C'est juste qu'elle évite, je pense qu'elle n'est pas non plus réfléchie à ce point-là et surtout elle évite de dessiner le fond. Mais globalement, on constate que les lits sont en perspective mais que le personnage de Mystique ne l'est pas puisqu'elle marche sur le bord de la case. On est clairement dans quelque chose où on sent qu'on va pas être avec quelqu'un qui va vraiment se prendre la tête sur ces règles élémentaires. Et surtout, il y a un autre truc qu'on voit et qui va être très fréquent et finalement très agaçant au bout d'un moment chez Liefeld, c'est cette tendance à vouloir remplir le vide, c'est-à-dire avoir conscience qu'il y a un vide systématique, et plutôt que de décider un décor, de plutôt faire des hachures. Alors là, on voit derrière Mystique ces espèces de grillages, mais qui vont être très très fréquents. Quand dans la page suivante, on est à Asgard, ben, on pourrait penser que c'est de la pluie, mais ça n'a pas l'air non plus d'affecter les personnages. Donc, est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est juste des traits de fond, histoire de cacher quelque chose? Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir très souvent. Après, son Warlock en vaisseau est plutôt cool. Warlock, c'est quand même un personnage qui est une tanasse à dessiner. Donc, là, il y a de l'effort, c'est pas mal. Et puis, l'apparition donc de Sriff, ça, Sriff, qui va être un personnage qu'on va retrouver aussi plus tard dans X-Force, avec une armure bien des années 90, hein, métal, la cape, le masque agressif et les pointes partout. Ok. Et surtout une pose qu'on va le voir avoir très souvent. Et on sent que Liefeld n'a pas trop envie de le dessiner sous d'autres angles. Donc on va rester très souvent dans du face, du trois quarts face ou du légèrement contre-plongé face. Et là, on trouve aussi dans cette apparition-là déjà ce qui va commencer à être un peu le style Liefeld, à savoir une belle pin-up en plein milieu. Et puis après, on essaie de caser toutes les autres cases, quitte à finir sur des tout petits bouts de personnages à peine esquissés et des gros plans de visage, parce que ça, effectivement, ça fait gagner du temps. Dans cette suite, la première case en haut à gauche est plutôt cool, parce que j'aime bien la pose de Forearm, j'aime bien la façon dont les personnages transitent de la base vers le lieu, enfin l'autre base qu'ils vont attaquer. Par contre, là aussi, on voit que la perspective est un petit peu étrange, puisqu'il semble arriver complètement à plat et se déplacer latéralement, alors qu'à côté de ça, le bâtiment derrière est dans une contre-plongée délirante. Donc, soit ils sont vraiment au sommet d'une colline, mais même là, c'est assez improbable qu'on ne voit pas très bien le bas de la case. Voilà, encore une fois, c'est une image qui n'a aucun sens en termes de construction, mais qui, par contre, visuellement, a juste ce qu'il faut pour être attractive et plutôt fonctionner. Et d'ailleurs, on voit dans les autres cases que c'est un peu toujours le même principe, en fait. Toujours des speedlines, toujours des petits effets de mouvement dans les déplacements qui donnent du dynamisme. Un câble en bas à gauche qui a perdu son appareil d'oreille, mais qui, rassurez-vous, va le retrouver quelques cases après. Donc, voilà, de l'impact, du déplacement et du mouvement de personnage, mais clairement beaucoup d'approximations à plusieurs endroits. Et pourtant, je trouve que le charme opère
comme c'est le cas ici avec notamment l'usage de ces cases verticales. On avait vu d'autres artistes les utiliser bien évidemment, mais je trouvais que Liefeld le fait plutôt pas mal, que ce soit avec les créatures qu'on appelle les Mindless One, je crois, sur la gauche, qui sont donc des personnages, des créatures que Doctor Strange a souvent affrontées, et là qui sont assez massifs et qui sont plutôt pas trop mal rendus, même si on peut s'étonner quand même de l'extrême épaisseur de l'ancrage en fait sur ces personnages-là par rapport aux autres personnages qui ont un ancrage beaucoup plus fin. Mais c'est quelque chose qu'on reverra très souvent chez Liefeld. En fait, il y a des contours et des visages qui sont plutôt fins en termes de tracé, et à l'inverse, des aplats de noir, des fois, ou des formes comme ça qui sont caractérisées, ou des textures, notamment de vêtements un peu en cuir, qui sont vraiment, on va dire, tracés au crayon bien épais, ce qui fait qu'à l'ancrage, ça fait toujours cette différence très très importante. Et on le voit par exemple sur le blouson de Rictor en bas à gauche, où le détail du cuir est très très épais, alors que le travail sur la chevelure est plus fin en fait. Sur la page de droite, moi, c'est vraiment la première case que j'aime beaucoup. Cette idée des personnages qui courent ou qui volent vers nous, alors avec encore une fois une anatomie un peu approximative, notamment la jeune femme en haut là, qui a un bassin un peu décalé par rapport au reste du corps, mais c'est pas grave, ça fonctionne. L'effet de speedline est là aussi, pas forcément bien placé, mais en tout cas visuellement, ça apporte quelque chose. Et je trouve qu'il a une utilisation des cases verticales qui est intéressante, pas forcément dans la composition, mais dans le fait qu'il arrive quand même à donner un petit peu de dynamisme à chaque fois. Donc voilà, Cable qui a retrouvé son appareil d'oreille à droite, et qui va engager le combat. Alors, si vous voyez tout de suite. Ah, mais il le perd quand même. Ah, ouais, je suis mauvaise langue, j'allais dire. Il le perd, il ne l'a plus à droite, mais on voit dans la case du haut, quand il prend un coup, il le perd. Donc, il y a un vrai storytelling, et ça, c'est bien. Voilà. Donc j'allais être mauvaise langue, mais en fait, non, ça fonctionne. Et cette bagarre, en plus, est d'autant plus pas mal que le personnage arrive assez bourrin, commence à faire feu de tout va. Et alors, on commence à voir un petit peu aussi quelque chose de récurrent chez Liefeld, c'est le fait que dessiner des mains qui tiennent des armes, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué pour lui à plein d'endroits. Les deux Uzi, enfin, je sais pas si c'est deux Uzi, mais qui dit que le câble tient, ben, celui de la main gauche, ça passe à peu près, celui de la main droite, on a l'impression que la main, elle est bien après le flingue. Mais c'est pas grave, encore une fois, l'image, elle passe. Le positionnement des personnages est plutôt bien. Un truc d'ailleurs qui fait aussi que je trouvais plutôt cool, c'est du décadrage, comme c'est le cas ici au moment où les personnages du Front de Libération Mutant se cachent. Il y a un effet de décadrage sans bouger la case, mais du positionnement des personnages qui est plutôt bien. L'enchaînement aussi du combat avec Cable sur 2 pages et fonctionne, même s'il n'y a pas de décor en fait, c'est plutôt une façon assez sympa de mettre le focus sur l'enchaînement du combat. Et puis on voit aussi que il utilise ces cases verticales pour décomposer les mouvements et pouvoir créer une espèce de quand même de séquence qui ne fait pas que enchaîner les vignettes. Donc là, en l'occurrence, le positionnement de Cable avec sa main qui va être détruite, etc., était plutôt bien foutu, je trouve. Et donc voilà, on finit cet épisode avec cette dernière case de Cable que j'avais vraiment bien aimé, où je trouvais que le visage était plutôt bien rendu. Alors vraiment, ce qui va devenir une caricature après, hein, du personnage qui fait tout le temps la gueule et qui a plein de traits sur le visage, etc. Mais ça fonctionnait plutôt bien, en fait. Donc voilà ce que je peux. On va finir sur juste ces derniers designs des personnages des New Mutants, en fait, avec le changement de costume que va amener Rob Liefeld. Voilà ce que j'avais trouvé plutôt cool. Dans le reste de cet album d'Epic Collection, vous pouvez continuer pour trouver d'autres épisodes dessinés par Liefeld, mais aussi John Bogdanove. Il y a du Mark Bagley, il y a un petit peu d'Arthur Adams aussi à un moment donné. Donc voilà, si vous voulez vous replonger un peu dans cette époque, c'est pas inintéressant, c'est vraiment clairement pas un chef-d'œuvre, mais c'est une façon de voir. Là, je vous fais défiler encore quelques pages dessinées par Liefeld, que effectivement, on n'était pas clairement en présence d'un talent fou, mais on était en face de quelqu'un qui se donnait un petit peu plus la peine que ce qu'il a fait après. Et je pense que peut-être que le statut de star ou en fait le succès immense qu'il a connu après a fait que malheureusement ça l'a un peu obligé à aller sur ses facilités, parce qu'on voit quand même que le gars avait du potentiel. D'ailleurs, quand on regarde cette galerie d'images, en fait, on voit au niveau des pieds qu'il y a une vraie influence, même dans la posture d'Arthur Adams de l'époque, que
puisque là, vraiment, la posture semble tout droit sortie d'un dessin d'Arthur Adams, la posture de Daniel Moonstar, en fait. Les mains et les pieds sont assez caractéristiques. Donc, bon, après, comme beaucoup de dessinateurs de cette époque. Donc voilà, des styles très très différents. John Bogdanove, vous l'avez peut-être déjà vu, notamment sur le crossover qui se passe à Genosha dans les X-Men, qui rendait pas des pages extrêmement passionnantes, mais voilà. Hilary Barta aussi, qui a travaillé avec Alan Moore sur ABC Comics, qui ont dans un style plutôt cartoon, en fait, qui est vraiment, vraiment bon, et là, qui complète John Bogdanove de façon intéressante. Voilà, il y a des grandes variétés de tons et de styles dans cet album. Et puis, Mark Bagley, je voulais montrer quand même quelques pages avec à l'ancrage Keith Williams. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est un peu les débuts de Mark Bagley quand on regarde un petit peu le style de dessin. En tout cas, c'est pré-Spider-Man, puisque on va retrouver clairement un peu le style d'anatomie là, au niveau de Namor, au niveau du menton, au niveau des nez, etc. Mais on sent qu'on est dans un style qui n'est pas encore tout à fait forgé. Et voilà, et le retour de Rob Liefeld, cet épisode était aussi un des premiers que j'ai lu, avec effectivement tout ce qu'on va apprendre à aimer et détester chez ce personnage, avec les multiples traits sur le visage, les gros plans permanents, quoique son colosse, là, le blob, est vraiment super bien rendu, je trouve. L'expression faciale et le volume du personnage, qui était dessiné un petit peu comme ça, de manière très disproportionnée par John Romita Jr. aussi, dans les X-Men. Donc moi, j'aime bien cette approche du personnage, qui le rend vraiment complètement surhumain. La petite main mécanique aussi, qui fait penser un peu au style d'Arthur Adams. Et puis ce petit Archangel qui avait une pose plutôt cool, en fait, même si clairement les ailes ne ressemblent pas du tout à celles qui avaient été designées, je crois, par Walter Simonson dans X-Factor. Mais en tout cas, le rendu est plutôt pas mal. Mais voilà, on est dans le meilleur avant le pire. On voit que ça aurait pu être beaucoup mieux. Son Iceman avec des reflets plutôt cool là en haut à gauche, et je trouve rendait bien, mais on voit quand même que les récurrences, les formes de visage sont extrêmement récurrentes, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on commence à avoir de plus en plus de gros plans, on a des incohérences comme ici, Cable qui tient une arme juste avant et puis qui saute par la fenêtre, et puis là l'arme elle est déjà dehors alors qu'il a, semble-t-il, pas sauté avec l'arme. Donc voilà, des tas de petites choses comme ça dans le storytelling qui commencent à poser question, des personnages avec des bouches improbables et parfois trop ouvertes, des yeux asymétriques. Une petite séquence d'ailleurs que je voulais vous montrer, qui avait été bien coupée à l'époque dans la version française, puisqu'on ne voyait pas le personnage se prendre la gorge et avoir dans le câble tendu et d'avoir du sang qui gicle et tout, ça avait été censuré. Et voilà, et puis ce que je vous disais, cette proportion à les mettre du trait partout, mais pas du trait avec de la belle trame qui permet de travailler les dégradés de l'ombre et montrer que la lumière... Non, là on est dans du trait ultra grossier, aucune construction, juste histoire d'habiller un peu le fond et de faire croire qu'il y a quelque chose derrière. Mais bon voilà, c'est ce qui a fait la popularité. En tout cas, moi c'est ce que j'avais bien aimé à l'époque. Ce sens des petits détails, ce dynamisme dans le cadrage, un côté presque un peu cartoon dans l'anatomie, mais avec quelque chose aussi d'assez réaliste. Donc voilà, après, clairement, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer, et on va voir avec X-Force que on va être dans une approche complètement exagérée de ça, mais qui n'est pas encore tout à fait devenue une caricature, mais qui clairement va le devenir quelques numéros après. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo consacrée à Rob Liefeld dans X-Force. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour vos partages, vos likes, vos clics, de me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez pensé aussi des comics de Rob Liefeld? Ne soyez pas trop méchants. On sait que le gars est pas énormément talentueux, mais ce n'est pas grave. Ce n'est que du dessin, ce n'est que du comics. Et donc voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses que vous aimez chez Rob Liefeld, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que l'on peut dire de positif, parce que c'est quand même bien de dire de temps en temps des choses positives dans les comics et ne pas juste râler sur les choses qui s'y déroulent. Voilà, et bien bonne journée, et puis à très bientôt pour la suite de cette vidéo consacrée à Rob Liefeld.